À l'école, on pourrait se dire que l'enseignement est figé. Que les élèves vont à l'école pour travailler. Que jouer en classe, ce n'est pas sérieux. C'est vrai. On pourrait. Mais faire jouer les enfants en classe, c'est leur permettre d'exister. C'est les faire apprendre différemment. C'est les amener à se respecter, à coopérer. C'est prendre du plaisir et donner du sens aux apprentissages. On peut apprendre sans jouer, mais on ne peut jouer sans apprendre. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vois que vous êtes déjà plein dans le live et ça fait vraiment très plaisir et plein de nouvelles personnes. Vous venez de voir une vidéo incroyablement montée par Ludovic qui est aussi présent dans le chat. Bonsoir Ludovic. Ce live s'appelle Jeux de société et apprentissage et peut-être que vous vous demandez pourquoi un éditeur va parler de ce sujet-là. Eh bien écoutez, c'est un sujet qui nous intéresse depuis longtemps, qui intéresse plusieurs personnes individuellement chez Blue Orange et dans plusieurs services. Et donc on s'est dit pourquoi pas travailler dessus et comment apporter des outils aux enseignants qui veulent l'utiliser ou les utilisent déjà. Et il y a aussi une histoire de rencontre. Timothée, qui est notre patron chez Blue Orange et qui est aussi un grand coureur, a été courir avec Paul-Henri, enseignant spécialisé, et qui lui a également partagé sa volonté de travailler sur le sujet. On s'est associés et 1 an plus tard, on a sorti un guide pédagogique sur le sujet. Bonsoir Brian de Blue Orange, bonsoir Moum, Ludomode. Et du coup, pour parler de tout ça, on a invité les auteurs de ce guide pédagogique, Paul-Henri et Céline, mais aussi Nathalie et Elsa qui travaillent pour Un jeu dans ma classe, qui est sponsorisé, je ne sais pas comment on dit, créé par Acting Games. Je ne sais pas quel est le lien, mais vous allez en parler un peu plus tard. Et donc voilà, on a 4 enseignants spécialisés sur le sujet pour discuter avec vous de tout ça ce soir et ça me fait très plaisir. Je vais les accueillir, on les voit à l'écran. Bonsoir Nathalie, tu vas bien? Bonsoir, oui, je vais bien. Ouais, bonsoir Elsa. Bonsoir. Ils ne sont pas du tout stressés. Et bonsoir Paul-Henri et Céline. Bonsoir. Salut. Alors du coup, comment va se dérouler ce live? Eh bien, en fait, je vais leur laisser la parole la plupart du temps. Et on va commencer par Nathalie et Elsa. Je vais vous demander de vous présenter et peut-être de présenter les outils sur lesquels vous travaillez. Bonsoir, donc Nathalie, je suis institutrice primaire, ludopédagogue. Je travaille un jour dans l'enseignement ordinaire avec des projets jeux de société, 3 jours dans l'enseignement spécialisé avec entre autres des projets aussi jeux de société. Et alors avec Elsa, on est Je m'aide et on a créé les fiches pédagogiques du projet Un jeu dans ma classe. En tout cas, on a créé une bonne partie au départ à nous deux. Et puis, par la suite, avec la rencontre de Thibaut Quintance de Acting Games, elles ont encore évolué. Et elles sont devenues ce qu'est Un jeu dans ma classe aujourd'hui. Et Elsa va continuer la présentation. Bonjour, moi c'est Elsa, institutrice primaire et ludopédagogue. J'utilise le jeu de société sous différentes approches. Donc j'utilise le jeu de société pour initier des apprentissages ou pour faire de la différenciation ou également pour enrichir le vocabulaire d'enfants primo-arrivants, donc en FLE. Donc j'essaye de mobiliser le vocabulaire qui est nécessaire dans la vie de tous les jours en l'exploitant au travers du jeu. Voilà, donc, en FLE, gros, je précise, sinon, c'est français langue étrangère. Super. Donc, je ne sais pas, nous en Belgique on dit FLA, français langue d'apprentissage. Donc, voilà. En France on dit donc, FLE, mais c'est des mots qui sont très connus de la communauté enseignante, mais peut-être pas du grand public. Et j'imagine qu'avec nous ce soir, on a potentiellement tous les spectateurs possibles. Donc.
Et donc voilà, et sinon, ben, voilà, nous avions l'envie, en tout cas, de démontrer aux enseignants qu'il était possible de développer des compétences transversales et disciplinaires au travers du jeu d'édition, avec des jeux qui sont avant tout créés pour le plaisir. Et donc, de là est né le projet Un jeu dans ma classe, avec la rencontre du monde de l'édition avec Thibaut Quintance et avec Nathalie et moi. Voilà, je crois, plus ou moins, je pense que ça s'est passé plus ou moins comme ça. Et donc, Un jeu dans ma classe, c'est quoi? C'est un site sur lequel on retrouve des fiches pédagogiques, j'ai l'impression. Et peut-être qu'il y a d'autres choses. Vous voulez en parler? Et voilà, Un jeu dans ma classe, c'est une espèce de plateforme où on peut retrouver des outils. Alors, nous avons créé des fiches. En fait, on s'était posé la question de savoir pourquoi les enseignants avaient parfois certaines craintes à utiliser du jeu. Et donc, on a essayé de la penser comme une préparation de leçon, une espèce de clé sur porte qui répond à toutes les attentes d'une préparation de leçon type pour les enseignants. Donc, on fait référence au programme et on essaye de faire le lien pour justement légitimer cette place, parce que parfois, jouer fait peur. En tout cas, certains enseignants aimeraient se lancer, mais ont peur de devoir se justifier auprès de leur direction, de leurs collègues, auprès des parents, auprès des inspections. Et donc, les fiches sont pensées de sorte que on puisse faire les liens avec les apprentissages. Nathalie, je ne sais pas si tu veux un petit peu compléter. Les fiches sont réalisées aussi avec la complicité des éditeurs qui évidemment relisent et donnent leur accord sur ce qu'on peut y mettre. Et en général, ils sont assez heureux de voir toutes les manières dont on analyse aussi le jeu, qui sont normalement assez complémentaires et par rapport à leur vécu aussi. Et donc, on met des mots pour les enseignants. Et les éditeurs nous permettent d'avoir justement les aides de jeu aussi, comme on voit qui passe là avec. Les outils sont créés aussi de manière visuelle et agréable. Sur le site, il y a aussi possibilité de télécharger parfois des dossiers d'accompagnement, comme on vient de voir passer, là voilà, avec Feelings. Donc ici, c'est un dossier que nous, on a créé, mais il y a parfois certaines choses que les éditeurs ont créées ou que d'autres personnes ont créées et qu'ils ont envie de partager sur Un jeu dans ma classe. Et donc, c'est des choses assez complémentaires aux fiches pédagogiques que nous pouvons créer. Et il y a aussi parfois, ils proposent des jeux qui sont prêts à imprimer. Des petits, voilà, ici par exemple pour le Feelings, on avait fait un Feeling spécial par rapport au Covid et au confinement. Et c'était au tout début du Covid, et donc c'était quelque chose d'assez sensible. Et on avait, avec la complicité de l'éditeur et des auteurs, créé une petite banque de cartes qui parle justement de ce thème-là. Et donc l'éditeur avait donné la possibilité de l'imprimer gratuitement via un téléchargement. Et donc voilà, sur le site Un jeu dans ma classe, il y a tout ça. Il y a ce que nous, on a essayé de mettre en place pour les enseignants, mais aussi ce que les éditeurs sont d'accord de partager et de mettre pour agrémenter justement les pratiques et pour aider les enseignants le plus possible. Génial, un gros travail bien complet. Ça existe depuis combien de temps, Un jeu dans ma classe? Alors, le site Un jeu dans ma classe, ça fait 2 ans et demi. 2 ans maintenant, 2 ans et demi le site, je pense. On a commencé à le travailler avec Acting Games il y a 4-5 ans déjà, avant que ça ne puisse prendre la forme du site. Et oui, voilà, sinon on essaie d'agrémenter petit à petit, et on essaie toujours de vérifier aussi à ce que ça puisse toucher un maximum d'âge et de type de jeu et de style de compétences disciplinaires ou transversales qu'on pourrait travailler. Eh bien, merci pour cette présentation. Paul-Henri et Céline, à votre tour, vous êtes qui? Vous faites quoi? Et quel est votre lien ici? Les filles d'abord. Tu es timide. Bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Céline. Je suis enseignante spécialisée et coordonnatrice d'une ULIS école. Auparavant, dans l'enseignement ordinaire, donc j'ai toujours plus ou moins utilisé le jeu de société.
mais ça s'est encore plus révélé sur mon poste actuel, à la fois sur le dispositif Ulysse et aussi en tant que personne ressource, en intervenant avec les différents collègues et dans les différentes classes de l'établissement, avec comme appui le jeu de société, justement. Voilà. Et puis après, notre outil, on va vous en parler après, je te laisse te présenter. Donc moi, c'est Paul-Henri. Comme l'a dit Céline, on a à peu près le même parcours. D'abord, on était en classe ordinaire. Après, on a commencé la formation d'enseignant spécialisé. Et le jeu de société qui a été un outil qu'on a utilisé d'abord en classe ordinaire, mais forcément, on a précisé un petit peu son utilisation. Et comme on dit Nathalie et Elsa, on a précisé notre pratique et après, on s'est dit que justement, ça pouvait être intéressant de partager cette justification qu'on avait eu à faire dans le temps de notre pratique pour donner aux collègues les pistes de se dire, on a déjà cheminé sur le sujet, prenez ces arguments-là pour avoir les éléments pour vous lancer à votre tour. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de partager ce plaisir qu'on a autour du jeu pour égayer nos pratiques et pour donner aux enfants d'apprendre de façon différente. Voilà. D'où l'écriture du guide pédagogique avec Blue Orange. Voilà, que vous avez à l'écran. Alors la volonté qu'il y avait de Blue Orange, quand j'ai rencontré Timothée, c'était que ça faisait des années qu'en tant qu'éditeur, donc là c'est ce que vous montre Lisa à l'écran, c'est le guide qu'on a rédigé donc l'année dernière et qu'on a finalisé en ce début d'année. Donc la volonté en fait de Blue Orange depuis longtemps, c'était de faire un pas vers l'éducation nationale, de faire un pas vers les enseignants. Et en fait, il s'est trouvé que quand j'ai rencontré Timothée, nous en fait c'est une pratique qu'on utilisait depuis des années, et il s'est dit que justement on pouvait être cette interface en ayant à la fois un pied dans le milieu du jeu qu'on aime beaucoup, dans le milieu de l'école, et que ça pouvait permettre d'institutionnaliser un petit peu le support et de donner des clés en parlant aux enseignants avec les codes qui sont les leurs. C'est pour ça que dans le guide pédagogique, vous retrouverez le socle commun, les allusions au programme, à l'acte d'apprendre, qui sont un petit peu notre quotidien quand on est en classe. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on a ce guide pédagogique et il n'y a pas que ça, vous avez travaillé aussi sur des fiches pédagogiques, il me semble, ou des fiches projets, comme vous les appelez. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Oui, alors l'idée de ces fiches, c'est d'accompagner certains jeux qui pourraient être proposés aux différents cycles avec un modèle d'accompagnement, plus dans l'idée d'un projet avec pour finalité jouer au jeu en question pour valoriser la notion de plaisir autour du jeu de société. Et en mettant autour de ce plaisir de jeu les différentes compétences qui peuvent correspondre du socle commun et toutes les fonctions cognitives et qui peuvent être développées et travaillées dans ce plaisir de jeu. Ouais, là par exemple sur le schéma que vous voyez à l'écran, on voit par exemple qu'il y a vraiment le jeu qui est au milieu. Pour ceux qui ont déjà pratiqué la pédagogie de projet, vous retrouvez un petit peu l'action principale en fait. Ce que l'on vise avant tout là sur cette fiche, c'est jouer à mot malin. Et en fait, on se rend compte que les différents cadres qui sont à côté, qui représentent les différents piliers du socle commun, en fait, ils sont au service du jeu. Ce sont les compétences qui vont être mobilisées. Et en fait, on a vraiment voulu le tourner dans ce sens-là pour montrer que c'était les compétences qui étaient au service d'un vrai jeu où on va prendre du plaisir à jouer et pas le tourner dans le sens de dire on va maquiller des apprentissages en se disant qu'on a besoin de travailler telle ou telle compétence. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu le présenter de cette façon-là. Alors, mon avis est semi-objectif, mais c'est aussi un énorme travail avec un guide pédagogique vraiment très intéressant. Les deux outils, en plus, sont assez différents, je trouve. Vos fiches, on peut le voir, ne sont pas forcément faites pareil que les fiches pédagogiques d'un jeu dans ma classe. Et donc, je pense que vous êtes complémentaires, mais on en discutera un petit peu plus tard. Du coup, maintenant, on va passer aux questions. Donc, je vais vous poser des questions. Et les personnes dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que Brian, tu as déjà commencé, c'est génial, je l'ai noté. On en parlera un petit peu après. Et bonsoir aussi, explique-moi ça, qui n'a pas le temps de rester, mais qui reviendra en replay. Alors, première question, vous avez parlé un peu de notion de plaisir, vous avez parlé de jeu d'édition, le jeu d'édition, du coup, c'est du jeu normal, entre guillemets, que tous les joueurs on connaît,
Mais il y a d'autres jeux qui existent, des jeux pédagogiques, des jeux éducatifs. C'est sûr que pour nous, éditeurs de jeux d'édition, de jeux ludiques, on est super content que vous parliez de jeux de société, mais pourquoi utiliser ce jeu de société plutôt que du jeu éducatif fait pour apprendre en fait? Elsa, lève la main. Vas-y. Mais comme on est 4, voilà. Mais l'envie était surtout de ne pas leurrer les élèves. Donc, je pense que tous les 4, nous avons vraiment l'envie de ne pas mentir à nos élèves. C'est-à-dire, quand on dit qu'on va jouer, on a vraiment envie de jouer. Parce qu'avant tout, jouer, c'est être ensemble, c'est un moment de partage, c'est un moment où on se confronte aux autres, c'est un moment où on prend du plaisir. Quand on est dans des jeux éducatifs, ce que nous, on appelle dans notre jargon les jeux plutôt de systématisation et d'exercisation, on n'est pour nous plus vraiment dans un jeu. On est plutôt dans ce qu'on appelle, nous, des jeux d'exercisation où l'enfant a très vite compris qu'il allait exercer l'étape de multiplication ou qu'il allait travailler différentes notions qui sont des notions plus scolaires. Nous, on a plutôt eu envie, Nathalie en tout cas et moi, et je pense que mes acolytes également, eu envie d'utiliser un jeu qui est là, qui a été créé à la base pour le plaisir, et d'essayer de voir les compétences qu'on doit mobiliser et donc de décontextualiser des savoirs appris en classe pour pouvoir justement les mobiliser en jouant. Donc en fait, c'est comme disait Paul-Henri, c'est vraiment le jeu qui est au centre et on essaye de voir ce qu'on a besoin pour pouvoir jouer, tout en ayant du plaisir, parce que je pense qu'on a des élèves qui sont parfois en décrochage scolaire ou des enfants qui n'ont pas toujours l'occasion de jouer non plus. Et bien justement, c'est dans ce souci-là, c'est de se dire pourquoi les créer, plastifier, etc., alors qu'il y a des jeux qui sont là. Et nous, on a juste mis nos lunettes d'enseignants et on a essayé de faire des liens avec ce qu'il était possible de faire. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, mais moi, si je démarre, vous n'avez plus m'arrêter après. Moi, je t'arrêterai, Paul. T'inquiète pas. Non, on est tout à fait d'accord avec vous. La différence vraiment que l'on fait avec les jeux éducatifs et les jeux de société, c'est justement cette notion de jeu et de plaisir. On a travaillé justement sur l'écriture de ce livre pour redéfinir bien ce que c'était le jeu éducatif, le jeu de société, et pour revenir justement sur les critères du jeu. Et lorsqu'on est dans le jeu éducatif, on perd justement des éléments essentiels comme la frivolité. Oui, la notion de plaisir. Le caractère intrinsèque du jeu. Mais du coup, on amène un jeu en classe, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe? Les élèves, juste, ils jouent, ils sont en récréation. Parce que vous dites que vous mettez vos lunettes d'enseignant, mais parce que vous avez vos lunettes d'enseignant, les enfants, ils font quand même que jouer. Vous faites quoi concrètement? Je fais exprès de vous poser des questions, mais je sais que vous avez les réponses. Qui veut lever la main? Nathalie, tu réponds? Allez, j'y vais. Alors oui, l'enseignant est évidemment là pour déjà veiller à ce qu'il y ait une bienveillance, une bonne ambiance et un respect de chacun dans les difficultés et dans les forces de chacun, comme on le fait dans le courant de toute nos journées scolaires, quelque activité que ce soit. Mais aussi, quand on amène le jeu, évidemment, nous, on y a réfléchi avant. On y réfléchit avec les élèves une fois qu'ils ont joué. Et on y réfléchit encore après pour se remettre en question, voir si c'était intéressant, qu'est-ce qu'on peut améliorer, faire de mieux, apporter aux élèves pour pouvoir améliorer leur partie, qu'ils se sentent mieux, avec l'outil. Et donc, nous, en tant qu'enseignants, quand on y réfléchit, on essaie de voir un petit peu ce qu'on vise, quel est le projet qu'on veut mener, quelles sont les compétences qu'on voudrait viser, que ce soit transversal, disciplinaire, ou même les compétences sociales. Et puis, avec les élèves, on essaie de leur faire prendre du recul par rapport à leur partie aussi. On essaye de voir avec eux comment ça a été. Les premières choses, c'est est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé le jeu, pourquoi? Et puis après, c'est qu'est-ce que j'ai mobilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé comme savoir, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place pour pouvoir m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour encore m'améliorer, pour aider les autres, pour mieux comprendre le jeu, pour mieux assimiler les règles, on va vraiment réfléchir sur toutes ces facettes et puis les enfants vont pouvoir entre eux en discuter avec nous qui sommes là pour les guider évidemment
et pour être garant du respect de chacun toujours. Et on va pouvoir s'écouter, s'entendre, échanger des trucs, des astuces. Enfin, les enfants, en tout cas, vont le faire entre eux. Et puis nous, si derrière, on peut amener un outil en plus visuel qu'on peut créer pour la séance d'après, on le fera. Si certains ont besoin d'avoir des séances en individuel sur certaines notions, sur certaines choses, ben on le sait, on peut les viser, on peut les créer, on peut les travailler. Jusqu'à la partie d'après, où les enfants vont pouvoir s'améliorer avec tout ce qui aura été mis en place. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses, mais peut-être que les autres ont envie d'appuyer sur des points plus précis, mais en gros, c'est ça qu'on fait, quoi. Et on en discute toujours avec les élèves et puis on remet toujours en pratique pour s'améliorer. En fait, pour nous, il y a 3 phases. Il y a le avant, le pendant et le après. Et donc, il y a toute la phase où le avant, on prépare le jeu, etc. et on anticipe. Le pendant, ben, on analyse, on observe, on regarde ce qui se passe. Et après, on essaye de voir comment les élèves ont réagi et ce dont ils ont besoin. Mais je sais que Paul-Henri et Céline ont une petite formule qui est assez sympa pour expliquer tout ça. Ah bon, vous avez une formule magique, Paul-Henri et Céline? Je vois que Paul, il écrit, il parle plus à l'oral, je crois qu'il est devenu muet. Non, et il écrit toutes ses réponses sur un bout de papier. Je me retiens de parler parce que si je pars... Mais vas-y, parle. Ouais, en fait, je pense que ce qui est quand même important de souligner par rapport au travail de classe, c'est que ça peut être des choses qui sont très profondes et qui sont quelque part très complexes à mettre en place, mais que de notre côté, on peut être hyper rassuré sur le fait de se dire que rien que si on fait jouer les élèves de base, il se passe quelque chose de positif. Et ça, c'est super important parce que Elsa, Nathalie, Céline ou moi, ça fait des années qu'on l'utilise en classe. Là, quand on a regardé avec Céline les premiers jeux qu'on a utilisés, ça fait déjà 15 ans qu'on le pratique en classe. Donc forcément, au bout d'un moment, on a pris des tours de main et quand on en parle aux collègues et qu'on leur dit « Oui, mais tu sais, il y a tel et tel jeu, on l'a préparé avant, on a pensé à telle compétence parce qu'on sait que les enfants ont tel besoin. Pendant, il faut faire ça, mais ça dépend de l'activité. » Et après, on débriefe et on fait un feedback. Des fois, ça peut faire peur aux profs qui peuvent se lancer, qui se disent ils ont tellement de compétences par rapport à ce qu'ils font depuis des années que moi, me lancer aujourd'hui sans bien connaître les jeux, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, on a voulu à la fin de la vidéo mettre vraiment la citation qu'on a mis aussi au fond du livre, que forcément, quand on fait jouer les enfants, même si on ne maîtrise pas complètement l'outil, on est obligé de les faire apprendre. On est obligé de les faire apprendre parce qu'on va travailler sur plusieurs domaines. Déjà, on va travailler sur du disciplinaire de façon indirecte, c'est-à-dire qu'on va forcément mobiliser des compétences du socle commun qui sont des contenus disciplinaires et des attendus que les élèves doivent maîtriser. Mais on va aussi les amener à travailler sur l'acte d'apprendre. Et c'est un petit peu, je pense, ce à quoi Elsa faisait allusion, c'est que quand on a fait la formation d'enseignant spécialisé, on est tombé sur un maître formateur, un maître de conférence exceptionnel qui s'appelle Sylvain Connac et qui a du coup travaillé avec plusieurs scientifiques pour élaborer une équation qui permet de retenir un petit peu ce qu'est l'acte d'apprendre. Donc je ne sais pas, Lisa, si tu peux nous la montrer sur le livre, c'est la page 12. J'étais en train de faire un petit clin d'œil à Ségolène pour qu'elle le passe. Voilà. En fait, l'idée, c'est que déjà de base, si vous ne maîtrisez pas les jeux, que vous vous lancez, et que même au niveau des objectifs, vous n'êtes pas tout à fait certain de vous dire que ça peut correspondre aux apprentissages ou aux besoins de vos élèves, vous êtes forcément en train de travailler l'acte d'apprendre. Vous voyez la lettre A là, qui est marquée dans l'équation. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas matheux, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun rapport mathématique à l'équation. C'est justement une mémotechnique pour retenir l'équation. Donc en fait, vous voyez le A qui représente l'acte d'apprendre. Et l'acte d'apprendre, en fait, c'est C au carré. Donc le C au carré, en fait, ça veut dire comprendre et se concentrer. Ensuite, on a le M qui représente la mémorisation. Il y en a le T qui va représenter le transfert. Donc forcément, quand on fait un jeu, on va devoir se concentrer sur la règle, on va devoir comprendre la règle, on va devoir mémoriser des éléments de jeu et on va être amené à les faire dans plusieurs situations, donc on va être en position de transfert. Donc c'est impossible de faire jouer les enfants sans les faire apprendre. Et ensuite, quand vous voyez le petit exposant T, c'est parce que forcément, ce processus d'apprentissage, il se met en place dans le temps. Et ce temps, on en a parlé notamment à la conférence qu'on a fait festival aux Fiches de Cannes là, en février dernier avec les filles, c'est super important de donner le temps aux élèves, mais aussi en tant que prof de se donner le temps et de ne pas se dire que c'est parce qu'on a fait du jeu une fois, tiens, ça y est, ils ont débloqué quelque chose. Non, c'est long.
Donc déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite, vous voyez les lettres qui sont en dessous de l'équation. Ce sont les conditions nécessaires à ce qu'un enfant puisse apprendre. Donc en fait, on a le S qui représente la sécurité, le D qui représente la disponibilité et le I qui représente l'investissement et plus particulièrement la motivation intrinsèque. Donc forcément, quand un enfant fait un vrai jeu de société, ben, il est en sécurité parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Céline en parlait tout à l'heure, la frivolité est en place. Les filles, elles nous expliquaient qu'elles jouaient par exemple à Colt Express en classe, alors que ça peut paraître un petit peu saugrenu pour des profs. Et en fait, les élèves, ils sont en sécurité, ils n'ont rien à y perdre. La seule chose qu'ils ont à gagner, c'est passer un bon moment avec les autres. La disponibilité est particulièrement importante aussi parce qu'on le voit notamment au niveau physiologique. Les enfants, ils ont plus faim, ils ont plus soif, ils ont plus envie d'aller en récré parce qu'ils sont pleinement concentrés. Ils vivent cette expérience de flow, de concentration que des fois, ils n'ont pas forcément dans des apprentissages qui les captivent pas. Et ça rejoint aussi ce côté motivation qu'on a à côté, où on a cet investissement complet des enfants. Donc tout ça, c'est pour vous dire que oui, on peut travailler du disciplinaire, oui, ça travaille des compétences du socle commun, mais de base, si vous faites jouer vos enfants, vous les amenez à apprendre, vous les amenez à se sécuriser dans l'acte d'apprendre. Et là, Lisa, sur ce que tu es en train de développer derrière, c'est les différentes habiletés aussi que ça fait travailler. Ça sollicite dans le Oui. Voilà, que ça sollicite. Donc en fait, on peut vraiment être très précis, comme l'ont dit Elsa, Céline et Nathalie, en cogitant le avant, pendant, après, et en ayant une position experte sur des choses très bien préparées. Mais on peut aussi simplement se lancer, créer un bon climat de classe, être dans le plaisir avec les élèves et se dire qu'on participe à les faire s'approprier du plaisir sur une activité intellectuelle et apprendre du plaisir à découvrir comment on peut apprendre différemment. Alors, il y a plusieurs personnes dans le chat qui complètent un peu ce que vous dites. Il y a Explique-moi ça qui, effectivement, reprend l'importance du plaisir de jeu et qui permet aussi d'apprendre à avoir confiance en soi, à écouter, à apprendre à perdre, savoir travailler en équipe. Finalement, c'est des choses que parfois on peut se dire c'est pas très important, c'est pas forcément les compétences pures et dures, on n'est pas sur de la multiplication, mais ça reste important pour développer un futur citoyen, qui me semble être une mission importante de l'école aussi. Et il y a aussi, je ne vois plus son nom dans le chat, mais une personne qui est psychomotricienne, qui disait qu'il y avait aussi le rapport à la norme pour les personnes en situation de handicap, de pouvoir jouer à des jeux qu'ils trouvent en supermarché et qui sont capables de jouer tout comme les adultes à ce type de jeu. Et que ça permet de débloquer beaucoup de choses, d'utiliser du jeu d'édition pur en classe aussi. Lisa, Oui. je vais juste revenir sur ce que tu disais sur le côté handicap. Nous, par exemple, avec Céline, on a des élèves en Ulysse qui sont tous porteurs de handicap. Ulysse ? C'est une unité locale d'inclusion scolaire. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des élèves qui ont des difficultés scolaires qui ont été persistantes, qui au bout d'un moment ont passé des diagnostics avec des médecins, et où il y a eu vraiment un diagnostic qui a été posé en disant, en fait, on ne peut pas les laisser aller en classe avec un enseignement ordinaire. Ils ont besoin de bénéficier à côté d'un dispositif qui va leur rendre les apprentissages accessibles. Et en fait, ce qui est super important quand on passe par le jeu, c'est qu'on peut voir que même des apprentissages qui peuvent leur paraître compliqués. Nous, par exemple, on a des enfants qui ont des problèmes de langage et de mémoire de façon très régulière. Dans tous les dossiers, on le voit passer. Et en fait, ils adorent jouer au Time's Up sur le langage. Et par exemple, là, après Cannes, on a joué à That's Not a Hat, qui est vraiment sur la mémoire. Et en fait, les enfants à qui on doit vraiment décortiquer les consignes, qui n'ont pas de capacité de concentration, on a des dossiers médicaux qui nous disent qu'il ne faut pas dépasser les 5-10 minutes. En fait, ils se sont régalés à jouer à That's Not a Hat pendant 1 heure et en fait, ils n'ont pas décroché parce qu'ils sentaient qu'il y avait un objectif qui était tellement pour eux important qu'ils arrivaient à se transcender sur leurs propres difficultés. Mais du coup, concrètement, je suis enseignante, j'ai envie de choisir un jeu. Je fais comment ? Alors, j'imagine qu'on ne fait pas tous de la même manière. Il y a les personnes qui, on va dire, sont un peu experts du jeu, ont une grosse culture ludique et donc vont peut-être choisir d'eux-mêmes un jeu et ensuite le rattacher à des compétences qu'ils veulent développer. Ou est-ce que ça nous rassure, on va rentrer par de l'histoire-géographie pour choisir un jeu ? Vous faites comment, vous ? Et j'imagine qu'il y a aussi ce que vous faites et ce que vous préconisez. J'imagine par exemple, Nathalie et Elsa, je ne suis pas sûre que vous choisissiez forcément une entrée par discipline pour choisir vos jeux, mais j'ai l'impression qu'un jeu dans ma classe, les fiches pédagogiques rentrent un peu dans ce critère discipline qui rassure beaucoup.
Alors, j'ai ma casquette bleu orange, mais avant ça, j'ai créé une ludothèque à visée pédagogique à l'université. Et ce qu'on m'a demandé, c'était ça. C'est oui, mais tu as un jeu pour l'art plastique? Tu as un jeu pour les multiplications? Et en fait, je voyais bien que pour les enseignants, l'entrée par discipline était très rassurante. Qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ça? N'importe qui. Allez-y, si vous souhaitez répondre. Mais moi, je dirais qu'il faut peut-être d'abord commencer par un jeu que tu maîtrises, que tu connais, que tu aimes. Parce que voilà, je pense que quand on est à l'aise avec quelque chose, eh bien, on le transmet de manière beaucoup plus naturelle à nos élèves. Et peut-être progressivement d'installer d'autres jeux. Et c'est pour ça, je pense que et votre guide et nos fiches permettent peut-être par la suite d'aller vers d'autres choses. Mais je pense qu'au début, ce qui est important pour moi, c'est de le planifier, parce que sinon, on ne le fait pas. Donc déjà, de se dire, je vais me lancer, mais de se dire, je veux commencer tout doucement, je le fais 1, 2 fois, 3 fois par an, 1 fois par mois. Et puis petit à petit, on rajoute plus de séances. Mais je pense que la première chose, c'est de le planifier, de choisir des jeux dans lesquels on est à l'aise, pour petit à petit aller vers autre chose. Je ne sais pas. C'est un très bon conseil. Je rajouterais la première chose que je faisais aux enseignants qui m'avaient dit ça, me dire, si vous voulez, la première chose qu'on fait, c'est on joue. Et en fait, il faut qu'on découvre les jeux pour que vous puissiez ensuite les faire en classe. Et pour ça, il y a des super endroits qui s'appellent des ludothèques, que vous connaissez bien avec les en tant qu'enseignant, parce qu'en général, vous y allez quand même avec les enfants. Donc peut-être qu'un des premiers conseils, c'est de jouer, de découvrir les jeux et de, comme disait Elsa, de prendre un jeu qu'on aime bien et se le planifier en temps, dire, allez, à partir de ce moment-là, je vais le mettre en place dans ma classe. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Oui, ce que tu dis, Lisa, c'est très juste. Alors, déjà, je suis tout à fait d'accord avec Elsa. De commencer avec un jeu qu'on maîtrise, je suis tout à fait d'accord. Nous, en ayant l'habitude, on va fonctionner différemment. On va plutôt réfléchir aux besoins du groupe d'élèves avec qui on travaille pour cibler des jeux qui nous paraissent intéressants pour susciter des compétences ou je sais pas le terme, des choses qu'on veut vraiment mettre en avant. Par contre, auprès des collègues, ce qui a vraiment déclenché, c'est des fois sur le temps méridien, ils viennent dans ma classe, on a joué ensemble et c'est ce qui a permis de déclencher des choses et de lancer des projets dans leur classe. Alors, ils démarrent doucement, ils ne se lancent pas tout seuls, mais on lance un projet sur une période avec une intervention 1 fois par semaine où j'interviens avec lui, ça rassure. Et voilà, on a un projet sur un jeu en particulier. Mais c'est le point de départ, c'est d'avoir vécu soi-même l'expérience du jeu. Et ce qui peut aussi aider… Oui. Pardon. Vas-y, Elsa. Mais ce qui peut aussi aider, c'est qu'après que tu aies installé un jeu que tu maîtrises, etc., c'est par exemple de se dire que tu travailles en atelier et que tu vas peut-être mettre un atelier jeu et peut-être d'autres ateliers qui sont plutôt des ateliers d'exercisation. Et puis petit à petit, en rajouter d'autres, par exemple en dédoublant des jeux ou en ne mettant qu'une seule boîte de jeux et l'enseignant anime tout à fait le même jeu. Donc il y a vraiment moyen de faciliter cette entrée dans les ateliers jeux. Donc, soit on n'en utilise qu'un seul et on est garant, on est là et les enfants sont en autonomie dans d'autres choses, soit tout le monde joue au même jeu, soit on dédouble les jeux et on le fait vraiment progressivement pour qu'on puisse aussi, nous, ne pas être dépassés parce que ce qui effraie aussi beaucoup nos collègues, c'est le bruit, en fait, et la perte de contrôle. Et donc, je pense que du coup, le fait de pouvoir le faire progressivement, ça rassure. Et aussi par rapport à la posture de l'enseignant, un enseignant qui amène du jeu dans la classe, ça devient un animateur, ça devient un centre de loisirs. Comment vous vivez ça Peut-être qu'il n'y a pas du tout cette question-là, ça ne se pose même pas parce que vous avez déjà votre regard d'enseignant et votre posture d'enseignant. Et donc du coup, c'est une question idiote, mais je la pose quand même. Non, je pense que quand on joue, l'enseignant il va pouvoir avoir plusieurs postures de nouveau en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez faire vivre aux élèves et quel est le but que vous avez en tête. Vous allez pouvoir être l'enseignant, comme disait Elsa, qui prend un jeu et qui anime toute la classe. Ben là, il est purement animateur, il est garant pour que tout le monde suive, comprenne la règle et joue. Et donc, il n'est pas impliqué dans l'activité directement.
Il peut être l'enseignant qui peut être partenaire, où il a l'occasion de s'asseoir à table et de jouer au même titre que les élèves, d'être au même niveau qu'eux, de pouvoir partager l'expérience comme eux, d'être à égal avec eux et de pouvoir avoir ce lien et ce rapport justement qui est privilégié à ce moment-là. S'il y a des jeux où on va pouvoir bluffer, ben, on va pouvoir bluffer avec le prof qui est à table avec nous, c'est rigolo et ça va amener à des débats peut-être et de la gêne au début et puis après moins. Voilà, et puis partenaire, ça peut montrer aussi la faiblesse de l'enseignant. L'enseignant, pas parce qu'il est enseignant qu'il va gagner. Il a aussi des faiblesses, il y a aussi des jeux dans lesquels il est plus fort, moins fort. Donc ça, c'est des moments privilégiés qui sont justement aussi sympas avec le jeu. Et puis après, vous avez, comme disait Elsa, quand on a plusieurs ateliers différents, ben, l'enseignant qui va être là, qui va être plutôt le guide, qui va plutôt être là pour de nouveau être garant de la règle au besoin, qui va être là pour éventuellement relancer les élèves qui ont un petit peu plus de mal, qui va observer, qui va un peu, voilà, qui va un peu prendre note. Donc on peut avoir différentes postures en fonction des projets et en fonction des besoins ou des envies. Il y a même Ludomo qui dit quel plaisir pour l'enfant de gagner contre l'adulte. Et ouais, on a le droit de battre la maîtresse. Et c'est vraiment ça. Et on a même le droit de bluffer avec la maîtresse. Incroyable. On a le droit de faire tellement de choses dans les jeux. Comme tu disais, Paul-Henri, c'est un espace sécurisant sur lequel on a le droit de se tromper, le droit de tester des choses parce que ça ne reste qu'un jeu. Et il est fait aussi pour ça. Lisa, juste oui. pour compléter sur l'information, là, quand on donne des exemples, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que quand je parle avec des collègues, ils me disent mais comment est-ce qu'on peut faire? Et puis en fait, ils disent oui, mais toi tu fais comment? Mais toi tu fais comment? Et en fait, on peut avoir l'appareil, une posture très simple et une posture qui est beaucoup plus réfléchie. Ce qui est pour moi le maître mot, c'est prendre plaisir au jeu et le maîtriser, et surtout être à l'aise face à la classe. C'est pour ça que dans le guide PEDA, c'est pareil, quand on s'est posé la question, on a fait un quiz à la fin, en se disant, mais prenez, intégrez le jeu de société dans la classe en fonction de là où vous en êtes. Comme le disait Elsa tout à l'heure, si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez besoin de prendre juste un groupe avec juste un petit jeu, et commencez comme ça, commencez petit. Et après, ce qui est génial, c'est quand on franchit une marche, de se dire, eh bien, on peut passer à un niveau intermédiaire, on peut passer à un niveau expert, et puis au final, on peut avoir des élèves qui jouent en autonomie à côté. Et moi, j'ai des souvenirs quand j'étais en CP. Voilà, le quiz, c'est celui-là. Donc, en fait, on a voulu mettre des questions pour qu'à la fin, ça fasse un scoring et qu'il y ait les fiches d'activité qui correspondent au niveau d'aisance du prof. Parce que comme le disait tout à l'heure Elsa, c'est pas pareil quand on anime avec un petit groupe de 4 que quand on joue avec les élèves et qu'on n'a plus le regard sur ceux qui jouent à côté, ou que quand on a toute la classe qui joue à des jeux différents. Donc, il faut vraiment y aller pas par pas, petit à petit, et quand on se sent à l'aise, franchir des paliers. Et ce que je vous disais comme anecdote qui est incroyable, c'est que quand on arrive à lâcher un peu les rênes, à se retrouver avec les élèves, moi j'ai un souvenir en CP d'avoir fait un King of Tokyo avec les élèves, c'était juste magique, quoi. Quand les élèves se disent, ils prennent un monstre et qu'ils mettent une baffe au prof et qu'ils disent je l'ai tué ou on a réussi à l'éliminer, allez-y, il faut tous taper, c'est le moment de tous taper. Mais je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment par rapport au personnage, ils voient qu'on a une symétrie en tant qu'être humain et en tant qu'émotion de ce qu'on partage. Et en fait, ça réaffirme d'autant plus l'autorité quand ensuite on reprend une autorité de compétence qui correspond à notre position de prof quand on fait classe, mais qu'on a été capable de lâcher quand on était joueur au même titre que les élèves. Et du coup, je trouve que c'est vraiment super d'arriver à assumer avec des enfants qui sont petits en leur disant tu peux taper, tu peux tuer le prof qui incarne un monstre dans le jeu, mais ensuite je reprends ma place, je suis gardien du temps, je suis gardien de l'ordre parce que là j'agis en tant que professeur. Et je trouve qu'il ne faut vraiment pas brûler les étapes en se disant l'étape ultime c'est de jouer avec les élèves pendant que les autres sont en autonomie, mais qu'il faut se dire j'y vais petit à petit et si un jour j'arrive à jouer comme ça, ben, tant mieux, mais sinon on peut s'éclater sans faire tout ça. Et du coup, je profite du fait que tous les 4, vous utilisiez le jeu depuis longtemps en classe pour vous demander est-ce que vous aviez vu, alors je sais que vous en êtes, que ça apportait vraiment un petit truc en plus quand même. Pas forcément dans des disciplines pures et dures, même si vous avez des retours sur des disciplines pures et dures, on peut y aller. Mais je pensais à, par exemple, ce que tu étais en train de dire, venez, on s'y met tous, et on met tous des baffes au prof. Si on ne fait pas ça contre un prof, mais contre un autre élève, quand on perd,
accepter de perdre, c'est pas forcément facile quand on n'a jamais joué à la maison, parce que vous avez des élèves en classe qui, à mon avis, ne jouent pas forcément à la maison. Il y a des enfants uniques, il y a aussi des parents non joueurs, ça existe, mes parents n'étaient pas joueurs non plus. Est-ce que, j'imagine que vous avez votre posture d'enseignant, vous débriefez peut-être un peu tout ça, de ce que tu as ressenti, comment on peut faire les prochaines fois, etc. Et est-ce qu'il y a une atmosphère, quelque chose qui se crée différent quand on utilise des jeux de société en classe? Peut-être pas. Nous, chez nous, en tout cas dans les classes dans lesquelles on intervient, Nathalie et moi, on établit une charte du projet jeu. Et on essaye en fait de mettre en évidence ce qui est important pour qu'une séance de jeu se passe correctement. Et donc, il y a être fair-play, justement, il y a le respect du matériel, attendre son tour, prendre en compte la vie de l'autre, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on établit. Et puis, comme tu disais, nous, on revient très souvent sur les parties jouées. Et donc, on leur demande ce qu'ils ont ressenti, tant au niveau des émotions que aussi des difficultés qu'ils ont pu rencontrer pour pouvoir jouer correctement au jeu. Donc, et on essaye ensemble de réfléchir soit à des stratégies, soit à des choses à mettre en place justement pour que chacun puisse être écouté, reconnu. Et donc ça, c'est important. Moi, je pense par exemple à Bazar Bizarre, qui est un jeu où il y a beaucoup de rapidité, d'impulsivité, etc. Il y a des élèves qui ils essayent une fois, deux fois, et puis ils arrêtent de jouer. Donc, ce qu'on fait, on essaye de réfléchir ensemble à comment on peut lui laisser cette place pour qu'il puisse jouer avec nous. Puisqu'à la base, on est aussi un groupe et on essaye de jouer ensemble. Et donc, les élèves ont proposé, par exemple, moi, je passe mon tour, on le laisse d'abord jouer 2-3 cartes tout seul. On peut s'entraider aussi, on peut jouer en binôme. Donc, il y a moyen, justement, les élèves proposent vraiment des tas de solutions et ils sont très créatifs, en fait, pour s'entraider. Finalement, quand on prend ce temps de revenir sur les parties jouées. Il y a peut-être même des conseils stratégiques. Oui, mais alors, moi, je fais ça pour faire ça et comme ça, et toi, tu fais ça comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. J'imagine que les échanges doivent être hyper enrichissants, en fait, avec des enfants. Oui, j'ai même déjà eu le cas, moi, de certains enfants qui, en fait, pour finir, après, disent « Ah non, mince, si je donne mon truc, ils vont gagner, je vais plus gagner. » Et alors, on remet le cadre, on dit « Ben voilà, c'est le but, c'est d'essayer de partager notre truc et astuces, etc. » Et puis, je pensais par rapport à ce qu'Elsa disait aussi, tout ce qui est autonomie aussi. Moi, j'ai une collègue avec qui je travaille depuis plusieurs années qui l'a dit et qui le dit à ses collègues aussi. Elle dit « Moi, je vois bien dans mes classes, les interactions entre les enfants sont différentes. Je suis 2 ans dans la même classe et tout au long des 2 années, les enfants acquièrent des autonomies, pardon. Ben déjà, rien que par rapport au projet, en début d'année, il faut tout guider, tout expliquer, comment on s'installe, qu'est-ce qu'on doit faire. Comme disait Elsa, on établit la charte, mais malgré la charte de l'installation de la classe, ils ne s'en souviennent pas. Et puis, au bout de 2 ans, quand on arrive, la classe est déjà presque prête, on ne s'est même pas rendu compte. En fait, ils sont déjà tous là, à nous attendre presque. Parce que les bureaux sont placés, les cartables sont rangés, les jeux sont installés. Ils attendent juste de savoir qui va à quelle table parce qu'ils ne se souviennent plus et que certains se souviennent, mais pas d'autres. Mais donc, ça roule tout seul au niveau des autonomies. Et au niveau des interactions entre eux aussi, il y a même certains enseignants qui parfois veulent commencer le projet par le travail des interactions entre eux. Et donc, ils demandent toujours du jeu coopératif pour pouvoir travailler les interactions et que les enfants soient obligés de coopérer. Après, nous, en tant qu'expérimentés du jeu, je pense que les 3 acolytes me soutiendront, mais on dit aussi, OK, le jeu coopératif pour travailler les relations et le fait de se soutenir, mais pas faire que du coopératif. Le compétitif amène tout ça aussi. Et comme disait Elsa, ils vont s'échanger des trucs, ils vont pouvoir partager des choses qu'ils ont réussi ou moins bien réussi, et ils vont même pouvoir certains aider, parce que parfois, même dans la compétition, il y en a qui ont mal au cœur pour celui qui ne comprend rien et qui ne suit pas, et ils vont l'aider ou lui donner un point. Non, mais je lui donne, c'est pas grave. Voilà, et donc les jeux amènent beaucoup ça, et la notion de plaisir aussi. C'est ce qu'on dit souvent quand on commence et qu'on veut travailler, ils embêtés, de on est en classe, on va devoir travailler. Quand on arrive avec les jeux, c'est cool, on va s'amuser. Et nous, on est super heureux parce qu'ils vont s'amuser, mais nous, on va les faire bosser, ils ne s'en rendent pas compte. Et Nathalie, juste pour rebondir sur quelque chose que tu viens de dire là qui me paraît super important,
c'est que quand on démarre le jeu en classe, on peut avoir tendance à prendre les clichés de ce qui est marqué un petit peu sur la boîte en se disant « Ah ben si je prends du coopératif, de l'éducatif et du jeu à information complète, un petit peu comme les échecs, mais là je suis sûr que je fais un jeu intelligent. » Ben, en fait, c'est tout l'inverse. Parce que si je fais un jeu comme les échecs, c'est forcément le plus intelligent qui va gagner. Et un enfant qui a plus l'habitude. Et au contraire, ça va être très intéressant de mettre des jeux avec de l'aléa qui vont lisser un petit peu qui c'est qui va gagner pour rester justement dans cette définition que fait Gilles Brougère quand il parle du jeu où l'aléa est super important. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais démarrer un jeu en sachant qui va gagner à l'avance. Le jeu coopératif, autre sujet qui peut prêter à confusion, c'est que souvent, alors maintenant, il y a des jeux qui se sont améliorés sur ça. Mais avant les jeux coopératifs, il y avait souvent une décision que le joueur devait prendre. Il se faisait tellement tyranniser par les autres joueurs à côté qu'en fait, c'était plus du tout coopératif. Et les jeux pédagogiques, comme on en a parlé, ben super, je fais un jeu pédagogique, en fait, je maquille l'apprentissage en lui disant, tiens, tu vas te régaler, tu vas jouer à un jeu d'ascension de montagne, et en fait, non, tu vas faire des multiplications pour monter en haut de la montagne. Et en fait, ces trois choses qui peuvent peut-être rassurer les enseignants au départ, c'est vraiment les travers sur lesquels il ne faut pas aller, vraiment sur lesquels il faut rester sur le plaisir, cette envie de partager avec les élèves. Et en fait, je pense qu'en l'utilisant, on se fait surprendre en se disant « Ah ouais, mais ça fait travailler ça, ça, ça et ça ». Et les apprentissages, ils y sont derrière, c'est sûr. À force de les utiliser, vous allez cerner ce que ça a travaillé. Et quand vous allez relire les instructions officielles et les programmes, vous allez vous dire « Mais quand j'ai fait ça, ça a travaillé ça ». Mais la dernière fois, quand il a râlé, eh ben, en fait, ça a travaillé l'écoute de l'autre, ça a travaillé le fait de prendre sur soi, ça a travaillé le respect de la règle, ça travaille énormément de choses. Ouais, c'est génial parce qu'on a plein de retours dans le chat. Pardon, Elsa ou Nathalie, je ne sais pas qui voulait compléter. Oui, c'est moi, je voulais juste dire, donc d'où l'intérêt de varier les types de jeux. Donc de faire du jeu coopératif, du jeu de rapidité, du jeu à communication limitée, pour justement permettre à chaque élève de pouvoir identifier ses forces et ses faiblesses, de pouvoir s'améliorer, mais aussi à un moment donné de pouvoir être mis en avant. Parce qu'il y a parfois des élèves qui sont ce qu'on appelle des élèves qui sont moins scolaires, qui se dévoilent dans des jeux parce qu'ils n'ont pas peur de se tromper, parce que l'erreur, elle n'est pas figée, ils ne peuvent faire que s'améliorer. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir varier au maximum les types de jeux dans vos projets jeux au sein de vos classes. On a plusieurs retours dans le chat. Donc Émilie Soleil, alors à moins que ce soit un homonyme, normalement c'est la co-autrice de Maurice le Dodo, et qui dit durant mon expérience pro en crèche en tant qu'infirmière, j'ai beaucoup joué avec des tout petits et c'est étonnant de voir comment les enfants les plus agités retrouvent la concentration et acceptent les règles autour d'un jeu. C'est magique. Et il y a également Oriane qui dit « Je suis directrice d'accueil de loisirs et on travaille en co-éducation avec les enseignants. Chaque année, on se fixe des axes à travailler depuis 2 ans et c'est le rapport à l'autre et aux émotions. Donc, on a investi dans des jeux coopératifs et sur les émotions. On voit beaucoup de changements durant tous les temps de vie, scolaire et extrascolaire. Donc, ça dépasse les moments de jeu, ça va même hors ces moments-là. Et mieux, les enfants, maintenant, nous transforment les jeux compétitifs en coopératifs. Ce que je ne ferai jamais. Lisa, tu parlais de Maurice le Dodo. Mais Céline, là... Mais j'ai pas eu l'occasion. Non, mais ces élèves, ils l'ont testé en classe. Ils ont quand même des difficultés sur la compréhension, sur des choses ça. Ils ont pris le jeu à côté. Et sur la lecture. Sur la lecture. Il y avait le jeu dans le placard encore sous blister. J'avais pas encore eu l'occasion de leur faire tester. Et ils se sont sentis l'envie de le faire. J'ai dit, mais moi, j'ai pas le temps. Là, je suis sur un autre groupe. Vous êtes en autonomie. Vous le prenez, mais vous lisez les règles, vous vous débrouillez. Oui. Mais ils se sont débrouillés. Ils ont lu les règles. Ils ont joué. Ils se sont régalés. Ouais. Et alors, l'avantage de ce jeu qui est quand même pour... c'est quoi? C'est à partir de 3 ans, mais ça s'utilise aussi vers 5 ans. Là, c'est des élèves qui ont des troubles des apprentissages, qui sont dans les classes de CE2, CM1 et qui se sont lancés dans cette lecture. Mais ils ont géré parfaitement la chose. Après, c'est pour dire aussi que attention aussi à ce qui est noté sur les boîtes. C'est ça, j'allais dire. C'est que ça sert à rien de pousser et d'aller sur des jeux trop compliqués. Au contraire, ça va être intéressant de revenir sur des jeux plus simples, mais que les enfants vont pouvoir vraiment maîtriser, plutôt que d'aller sur des choses
trop complexes et au final qui vont être beaucoup moins intéressantes. Mais on l'a vu par exemple avec King Domino et Dragomino l'année dernière. Quand on a fait le tournoi, j'ai fait tester du King Domino à des CP CE1 et on voyait que quand même ils étaient en capacité de jouer. Et puis eux, ils étaient presque fiers de se dire je joue à un jeu de grand. Mais en fait, aucun intérêt parce que les couronnes, les multiplicateurs, l'agencement dans l'espace étaient beaucoup trop compliqués. Donc en fait, on a fait du Dragomino jusqu'au CE2 et en fait, les CE2 ont vraiment développé des stratégies en maîtrisant complètement le jeu. Ils sont même allés dans les règles voir que la répartition des œufs vides et des œufs où il y avait des dragons n'était pas la même dans les différents territoires et que du coup, il fallait prendre tel et tel domino. Et c'est pour ça que quand tu parles de Maurice Le Dodo, nous, on a vraiment tendance à prendre des jeux, des fois, qui peuvent paraître un peu en dessous de la catégorie d'âge, mais où vraiment ils le maîtrisent. Et Elsa, quand elle disait tout à l'heure, c'est bien d'avoir des jeux variés, là, c'est pareil, les profs peuvent se dire ouais, mais très bien, mais vous nous dites qu'il ne faut pas être expert, mais c'est bien de varier un petit peu tous les jeux. Mais en fait, ce qu'on vous dit là, rien qu'en allant sur le site d'un jeu dans ma classe, où elles ont fait énormément de fiches, et en regardant les jeux que Lisa a sur l'étagère à côté, là, qui sont vraiment les standards sur lesquels vous pouvez aller sans aucun doute. Voilà. Et ensuite, ce qu'on a mis dans le guide pédagogique, mais vous allez déjà largement faire du cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, en prenant que des grands classiques où vous avez zéro souci. Vous prenez rien que les 2 sites internet, vous testez des jeux où vous faites plaisir et vous les introduisez dans votre classe et déjà on y est dedans. Ouais, je suis justement sur une des fiches pédagogiques d'un jeu dans ma classe, donc Feelings. Est-ce que tu peux la montrer, s'il te plaît, Sego? En fait, c'est génial parce que pour le niveau, par exemple, ils se disent de 6 à 8 ans, vous pouvez faire une découverte accompagnée. De 8 à 10 ans, vous pouvez aller vers l'autonomie et à partir de 10 ans, en autonomie avec aide aux besoins. Donc, on n'est pas fixé sur un âge qui est sur une boîte de jeux. Apportez votre expertise d'enseignant et si vous ne connaissez pas encore assez bien les jeux pour pouvoir le faire, appuyez-vous sur le travail déjà existant d'un jeu dans ma classe ou de Céline et Paul. Dans le guide pédagogique, ils font aussi une recommandation de jeux pour le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, on peut même voir que y a des jeux qui sont utilisés et en cycle 2 et en cycle 3. Ça, on ne va pas juste l'utiliser forcément de la même manière et on va jusqu'au cycle 4. Je crois qu'on est déjà à 1 heure de live. Donc ce que je propose, c'est que les personnes qui nous suivent, si vous avez des questions, allez-y, notez-les maintenant dans le chat, en attendant que j'en pose 1 ou 2 dernières à Paul, Céline, Nathalie et Elsa. Quel conseil vous donneriez à ceux qui débutent? Donc ça, on l'a déjà dit, mais plutôt, quel point de vigilance vous relevez et quel travers dans lequel vous êtes peut-être tombé, en fait, au début, qui, grâce à votre expérience, vous releveriez et vous déconseilleriez? Peut-être que vous n'avez jamais eu de travers et du coup, vous n'avez pas besoin de... Si, il y en a plein. Et moi, je sais que j'ai fait toutes mes inspections, le mémoire d'enseignant spécialisé sur le jeu de société. Parce que quelque part, j'avais besoin de légitimer ma pratique. Et même encore maintenant, on fait des heures de jeu libre avec les élèves en Ulysse. Et quand des fois j'ai le CPE ou que j'ai un autre prof qui rentre dans la classe et qu'on est en train de jouer, et bien quand même, ça me fait un petit pincement au cœur. Presque, je me dis, bon, à la pause interprof, je vais quand même lui expliquer qu'il y a des objectifs, que c'est travaillé, que c'est réfléchi. Parce que comme ça fait sortir un peu des sentiers battus, eh bien, en fait, on peut avoir tendance à se retrouver un petit peu montré du doigt. Moi, quand j'ai dit à mes collègues, en CP, l'inspectrice, c'est bien, on va jouer à Can't Stop. On m'a dit, mais t'es fou, première inspection, qu'est-ce que tu fais un jeu? Montre que c'est sérieux et que tu fais quelque chose un petit peu de standard. Et en fait, ça, c'est super important aussi. C'est que il faut pas tomber dans le tout ou rien. C'est-à-dire qu'ensuite, moi, j'ai des profs, quand ils sont venus dans ma classe, ils m'ont dit, ah, mais alors, toi, tu travailles tout avec le jeu. Mais pas du tout. Moi, j'avais une classe où je supporte pas le bruit. Pour vous dire à quel point, en CP, j'avais mis des balles de tennis sous les chaises et tout, parce que ça m'agaçait quand ils reculaient que ça fasse du bruit. Et je faisais un plan de travail avec des compétences hyper ciblées, mais ça n'empêche pas qu'à côté, c'était vraiment jeu de société plaisir. Le même travers qu'il y a, c'est sur mettre des jeux dans sa classe, c'est pas la peine d'avoir 400 jeux dans sa classe. On n'est pas une ludothèque. Ah bon, il n'y a pas besoin d'acheter les 400 jeux de Bleu Orange? Non, mais tu en prends 4, 3. ça suffit. Mais ouais, tu en prends 2 où tu as eu un coup de cœur, tu démarres avec un petit groupe, et après tu te dis que tu reprends 2 fois les mêmes pour faire jouer tout le monde en même temps au même jeu. Et c'est tout.
Enfin, je veux dire, c'est pas des montagnes russes. Par contre, ce regard, c'est vrai que moi, ça m'a encore maintenant, je sens qu'il y a quand même un besoin de justifier notre pratique, parce que comme on est des professionnels de l'éducation nationale et qu'on est en train de jouer, c'est quand même bien d'avoir les fiches d'un jeu dans ma classe ou d'avoir le guide pédagogique sous le bras en disant attention, on fait pas n'importe quoi, c'est réfléchi, quoi. Ouais. Moi, je vois un travers qui peut être fait et que j'ai vu aussi, c'est à vouloir justement prouver que ce qu'on fait, c'est sérieux. Eh ben, on enlève la frivolité du jeu, on transforme le jeu en exercice, qui est totalement possible. Elsa a parlé de phase d'exercisation. On peut utiliser le jeu comme un exercice, mais dans ce cas, il est présenté à ce moment-là aux élèves comme un moment d'exercice, et pas comme un moment de jeu. On ne dit que le jeu, c'est un peu le métier des enfants. Ils savent très bien ce qu'est un jeu. Si on leur sort un jeu complètement éducatif ou complètement transformé en exercice, ils le sauront très vite. Et du coup, est-ce que ça, vous souhaitez en parler, peut-être donner quelques conseils là-dessus? Bah, c'est ce qu'on essaye de défendre, je pense, tous les quatre, et dans les fiches pédagogiques avec Elsa plus précisément, c'est de pouvoir morceler le jeu, enlever certaines parties de la règle qui complexifient le jeu dans un premier temps, mais toujours pour arriver à la fin à jouer le jeu dans son entièreté, dans sa globalité, comme l'auteur, l'éditeur et tout ce voilà, tout ce qui tourne autour, tout ce qui a été créé doit être respecté. Même si au départ, on peut le simplifier, le rendre plus simple. Par exemple, comme je vois King Domino qui est à côté de toi, n'est-ce pas? La première chose qu'on fait, nous, c'est qu'on joue sans imposer un carré fermé, sans imposer un château au centre. Et même au départ, ils ont du mal à créer le carré. Eh ben, on leur propose de construire un set de tables. Ils vont construire eux-mêmes avec leur latte. Hop, c'est parti, ils mesurent, ils font leur set. Ils ont un set de tables qui les guide. Et au fur et à mesure des parties, on va ajouter la règle du carré parfait, on va ajouter la règle du château qui est au centre, et on va retirer ce set de table qui va, à un moment donné, d'eux-mêmes, ils vont l'arrêter parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils arrivent à visualiser, à programmer. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire avec les jeux d'édition, c'est plutôt c'est pas de le transformer complètement, c'est de garder son plaisir, mais de le rendre parfois plus simple pour pouvoir y arriver et accéder et rentrer dans le jeu complètement. Je pense que c'est très important à dire et je vous remercie de l'avoir dit ce soir et de le pratiquer dans vos classes. Je sais que... Et moi, je voudrais juste aussi dire, moi, ce qui m'arrive parfois encore aujourd'hui, c'est quand je suis dans les classes, alors moi, je ne sais jamais les niveaux chez vous, mais les 10-12 ans, les CM2 et CM2, voilà, c'est de parfois me dire, mais je ne vais pas leur proposer ce jeu. Genre, je pense à Piu Piu ou à un Pirate Attack, des jeux qui sont... d'une simplicité, et je me dis mais et en fait je me rends compte que chaque fois ils veulent toujours jouer à ces jeux-là, et c'est souvent leur jeu coup de cœur en fait, parce que il y a peut-être cette frivolité qui est là, et c'est parfois des jeux tellement simples, et on se dit mais on va leur proposer autre chose. Maintenant on a l'habitude de jouer, et bien parfois voilà, j'ai encore ce travers-là, moi, parfois, de me dire de ne plus leur proposer des jeux qui sont en fait pour les plus jeunes, en fait, avec des règles simples, des premières stratégies, voilà, le renard qui va chipper l'œuf, ils adorent ça, voilà. Et parfois, voilà, je me dis, ben, tu vois, Elsa, t'es de nouveau tombée dans le piège, tu ne veux pas leur proposer ce type de jeu-là, et puis, voilà, laisse-leur la possibilité de pouvoir rejouer avec ces jeux-là. C'est vrai. Un bon conseil. On le voit complètement quand on fait du jeu libre et on regarde qu'est-ce qu'ils vont piocher dans l'étagère, mais ils vont direct sur des jeux petits. Moi, j'ai un groupe de filles de CM2, elles vont sur Bubble Stories. Elles adorent se reprendre les cartes, se refaire l'histoire, ou d'autres qui vont sur Viva Topo, enfin des jeux pour 3-4 ans, mais ils adorent. Et on le voit vraiment quand on est en jeu libre, qu'est-ce qu'ils vont piocher, hein, effectivement. Ouais. Un autre jeu comme ça qui est hyper simple, où je me suis dit qu'ils allaient se lasser, c'est Strike. Je ne sais pas si vous le connaissez, le jeu où on jette les dés dans l'arène. Non mais ça, moi c'est le numéro 1. Ah oui. Quand il y en a un qui dit il reste 5 minutes ou pas, on fait un strike, tu te dis mais attends, vous n'allez pas faire ça à chaque fois. Et il se passe toujours des trucs incroyables où il y en a un qui enlève tout, il lève les bras en l'air, oh, c'est incroyable. Et Strike, au début, moi, je me suis dit, ça va leur passer. Et en fait, ça leur passe pas. Et puis, même moi, du coup, j'y reviens avec eux et on se régale, quoi. Il y a Label Jeu qui confirme et qui dit il faut tout le temps justifier, car les collègues nous tirent dans les pattes
et râle parce qu'on joue. Et du coup, il y a eu une question tout au début. En fait, moi, je me dis peut-être que ce serait moins stigmatisé si l'éducation nationale portait peut-être un peu plus ça. Parce que les jeux d'échecs, ça c'est établi dans le programme, c'est bon, on peut les faire en classe, on n'a pas à se soucier de justifier ou quoi, parce que c'est un jeu sérieux. Et j'ai regardé les compétences développées par les échecs, parce que je proposais Volto à l'Educaflip, je me suis dit, oh, je vais peut-être m'inspirer un peu du programme. Ben, en fait, c'est beaucoup de compétences sociales qu'on le retrouve dans beaucoup de jeux. C'est pas forcément que des compétences logico-mathématiques pures. Il y a vraiment presque plus de compétences sociales parfois qui sont mises en avant. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire aussi de notre côté, et peut-être un rassemblement à faire pour porter cette voix auprès de l'éducation nationale en France. Et il y a Brian de Blue Orange, qui est le chef de projet qui a travaillé sur Bubble Stories, donc il est très content d'entendre parler de Bubble Stories, qui posait la question de est-ce qu'en Belgique, vous, un jeu dans ma classe, vous êtes supporté par le ministère, enfin je sais pas, votre ministère de l'Éducation nationale, est-ce que c'est déjà un peu plus démocratisé chez vous ? Moi, en tout cas, j'ai la chance de travailler dans une commune dont l'inspectrice pédagogique prône le jeu. Et donc, moi, j'ai vraiment la chance de pouvoir travailler dans des écoles où je peux mettre le jeu en place, mais c'est vrai que c'est pas encore tout Oui, à c'est fait, des petits endroits, quoi. Voilà, Ouais. là, c'est un petit point, mais qui est pour nous génial, puisqu'évidemment, on a une belle entrée pour y aller, et on est reconnu par l'inspection de la commune. Mais sinon, au niveau national, il n'y a pas encore de soutien du tout, de sens. Après, on se dit qu'on fait tâche d'huile et qu'un jour ça arrivera. J'ai l'impression que les inspecteurs académiques qui sont quand même proches du terrain sont assez sensibles et assez à l'écoute du sujet. En tout cas, nous, celui et celle de notre commune, en tout cas, a eu un rendez-vous avec Timothée pour qu'on puisse apporter des jeux en classe. On essaye, on se dit peut-être qu'il faut passer par l'éducation nationale pour pouvoir toucher les enseignants et leur apporter les outils qu'il faut, les jeux, le guide pédagogique, etc. Mais il faudrait qu'on arrive à peut-être atteindre plus haut et peut-être que ça va se faire en se réunissant ensemble. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est là ce soir. Un jeu dans ma classe, c'est un éditeur belge, c'est Actin Games qui en fait partie. On invite Paul et Céline qui ont travaillé avec Blue Orange. Mais si on pouvait, on inviterait presque tout le monde parce qu'ensemble, on est plus fort pour porter ce sujet-là. Et je suis très heureuse que vous ayez partagé votre expérience ce soir. Et Lisa, oui. par rapport à ce que tu dis sur l'éducation nationale, moi j'ai l'impression quand j'en parle avec les collègues, c'est pas un problème d'institution, c'est presque un regard du prof par rapport aux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, que vont dire les parents. Mais nous, à chaque fois qu'on a eu un inspecteur qui est venu et qui a vu qu'il y avait du jeu, il a très bien vu la démarche qu'en fait les enfants, pour passer du concret à l'abstrait, ils ont besoin de manipuler, et que le jeu de société, en fait, il reprend ce principe-là de quelque chose de concret dans un contexte donné, où l'enfant va pouvoir construire un raisonnement derrière. C'est plus des freins de se dire que vont penser les autres, que vont penser les parents, je démarre, est-ce que c'est le moment de me lancer dans un jeu de société? C'est plus des freins, j'allais dire, un peu psychologiques. Et puis les profs, souvent, moi, quand j'ai parlé des collègues, ils ont envie de bien faire. Et quand ils ne savent pas aller sur un terrain qui, tu vois, est un peu glissant, eh bien, tu te dis peut-être que j'y vais pas. Et en fait, quand tu prends les fiches d'un jeu dans ma classe ou quand tu prends le guide péda, c'est ce qu'ils disent souvent en Belgique, quand ça me fait rire à chaque fois qu'ils disent c'est clé sur porte. Ouais. Tu vois, c'est vraiment cette idée que avec les outils qu'on a partagés là et qui sont accessibles librement sur Internet, c'est l'idée qu'en prenant juste ça et deux jeux sur lesquels on s'est régalé, on peut faire jouer en classe en se disant on est légitime pour le faire. Et je pense que le discours il va se propager parce qu'on a besoin aussi quand on est en classe de vivre des bons moments avec les élèves, d'avoir un relationnel agréable. Et je sais qu'après, après avoir fait une partie de strike, on peut travailler n'importe quoi derrière. Donc c'est important aussi de créer un climat où des fois on est tout le temps dans une salle enfermée avec des compétences scolaires et des enfants qui ont des difficultés, et ça fait une bouffée d'oxygène. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un bel outil. Merci Paul. Bon, je propose qu'on utilise cette phrase pour conclure. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot chacun, peut-être? Elsa, tu voudrais dire quelque chose? Moi, je dirais lancez-vous, essayez à votre rythme. Voilà, n'ayez pas peur et tout ira bien. Nathalie? Prenez du plaisir vous-même aussi. Parce qu'on donne du plaisir, mais on doit en avoir en le faisant. Ça. Céline?
Ben, pareil, prenez du plaisir et lancez-vous parce que vous en retirerez que du positif. Paul? Moi, un mot, ça va être compliqué. Donc, je vais dire pareil que les filles. Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur et prenez du plaisir. Et il y a quelques commentaires qui arrivent maintenant, je vais les dire avant de clore ce live. Émilie Soleil qui nous dit « Jouer, c'est apprendre à vivre ensemble, tout simplement ». Oriane qui rebondit sur ce que tu disais, Paul. Lui, c'est un regard entre enseignants. Dans les enseignantes de cycle 3 où je suis, une enseignante a construit son année autour du jeu et de Harry Potter et elle a été malheureusement critiquée. Mais quand l'année d'après, tous les enfants voulaient aller dans sa classe, les autres enseignants se sont sentis obligés d'introduire des jeux pour ne pas que les autres enfants soient dégoûtés dans leur classe. Il faut être pionnier, montrer qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et Brian qui dit « Mais pourquoi on s'arrête maintenant ?» Eh bien, parce qu'on pourrait y passer toute la nuit. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. On va aller... tous les 4, on pourra vous retrouver au Flip. Alors, je vous le dis, on apprend pour première parce que la date est fixée, mais l'horaire pas encore, et exactement quoi pas encore. Mais en gros, on va vous retrouver lors d'une conférence au Flip que vous avez déjà faite au FIGE et qui sera retransmise en direct, il me semble, par l'Educaflip. Et donc, on va pouvoir continuer à discuter et échanger avec vous sur le sujet. Merci. Et puis on sera moins figé qu'à l'écran, tu vois. Ce sera plus facile de vous rencontrer en vrai. Et j'imagine que du coup, si on vous croise au Flip, on a le droit de vous parler de ce sujet-là, etc. Et de vous poser des questions. Et génial. Un grand merci à vous pour le travail que vous faites au quotidien, pour les outils que vous avez créés et pour l'expérience que vous avez partagée ce soir. C'était vraiment super. Merci, au revoir Lisa. le chat. Ciao la Belgique. Bonsoir à tout le monde. Ciao la France.